Merci Bridieu et bonsoir à tous. On vous invite à nous rejoindre, à vous asseoir. Donc on est ravis de vous accueillir ici à la Saline Royale d'Arc-et-Senans, dans cette toute nouvelle salle. Voilà, elle a l'air d'exister depuis un moment, mais en réalité, pendant 250 ans, ce bâtiment a d'abord produit du sel pendant à peu près 120 ans, et puis ensuite a été un peu vide pendant très nombreuses années. Et c'est seulement depuis ce mois de juin 2023 que cet espace est devenu une salle de concert et de congrès, qu'on est très ravis de mettre à la disposition de la Convention des entreprises pour le climat. Je m'appelle Nicolas Combe, je suis le directeur général adjoint de la Saline Royale et on est ravis de vous accueillir. Julie de Slover, directrice du mécénat et des partenariats. Effectivement, ravie de vous accueillir. On a réfléchi avec toute l'équipe de préparation de la Convention des entreprises pour le climat à une intervention pour vous à la Saline Royale qui faisait effectivement écho avec cette notion de coopération territoriale et de pouvoir parler d'un des projets de la Saline. Voilà, peut-être pour démarrer, qu'est-ce que c'est que la Saline Royale? En 2 mots, c'est une ancienne manufacture de sel qui a été créée 10 ans avant la Révolution française, à la demande du roi Louis XV à l'époque, et a demandé à son architecte, qui s'appelle Claude-Nicolas Ledoux, de construire une usine qui venait compléter les usines à sel qui existaient déjà dans la région pour produire davantage de sel, puisque c'était à l'époque la gabelle, la taxe sur le sel, était la première source de revenus de l'État. Et donc cette saline en fait est remarquable à plusieurs titres, mais tout d'abord pour son architecture, puisque c'est la première fois à l'époque, au XVIIIe siècle, que l'on accorde autant de soins à l'architecture d'une usine qu'à celle d'un palais ou d'un édifice religieux majeur. Et c'est à ce titre-là que la saline a été classée, inscrite sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO en 1982. Donc vous avez ici 11 bâtiments disposés en un demi-cercle, et véritablement pensé pour rationaliser les déplacements entre les bâtiments de l'usine, loger sur place les ouvriers, les ateliers de production. Et finalement, c'est vraiment cette architecture qui a été reconnue par tous à partir, on va dire, du début du XXe siècle pour la protéger en tant qu'usine, mais aussi en tant qu'architecture. Une chose qui est moins connue à la Saline Royale, c'est l'autre richesse, non pas architecturale, mais naturelle. On s'est aperçu il y a une dizaine d'années que beaucoup d'espèces protégées avaient choisi de nicher et de se reproduire dans les bâtiments de la saline. Pas seulement dans les jardins, mais véritablement dans les bâtiments. Et cette richesse à la fois faunistique, mais aussi végétale, floristique, a été pour nous une prise de conscience qui a, en quelques années, modifié radicalement notre manière de gérer le patrimoine naturel, cette richesse naturelle au sein même du site UNESCO. Et ça nous a amené à transformer notre propre activité, comment on gère les ressources naturelles sur le site, comment on transmet ce patrimoine aussi naturel aux générations futures, comme on le fait pour le patrimoine bâti, et comment on en fait, non seulement on préserve cette richesse naturelle pour elle-même, mais aussi on en fait un levier de développement pour nos propres activités d'intérêt général au service du patrimoine et de sa transmission aux générations futures. Alors, dis-nous en plus sur le Cercle Immense, du coup, qui est le projet de coopération territoriale parmi tant d'autres à la Saline. Vous allez d'ailleurs voir que dans le projet du Cercle Immense, il y a des sous-projets de coopération territoriale. Oui, alors, en effet, le projet du Cercle Immense, c'est avant tout l'agrandissement de ce site UNESCO qui faisait 8 hectares. Maintenant, il en fait 15. On l'a agrandi en aménageant le 2e demi-cercle de la Saline que l'architecte avait pensé à son époque, il y a 250 ans, mais qui n'avait jamais été réalisé. Mais en réalité, pour nous, ça repose sur 2 piliers que je vais vous présenter à l'instant et un déclencheur. Le premier pilier, c'est notre Festival des Jardins. Ça fait maintenant 23 ans qu'on a lancé un projet de coopération avec beaucoup d'établissements de formation professionnelle qui viennent de toute la France pour fabriquer les jardins de l'année suivante à la Saline. Les jardins de la Saline, vous les avez peut-être vus en partie, ils sont situés soit derrière les bâtiments et avant le mur d'enceinte qui encercle totalement l'usine, et puis derrière le mur d'enceinte, ce 2e demi-cercle est totalement nouveau, avec donc à peu près 7 hectares de nouveaux jardins. Et bien en fait, ces jardins ils sont réalisés en partenariat avec des écoles, du BEP, CAP, Bac Pro,
BTS jusqu'au Bac plus 5, et qui viennent se former ici, que nous, on loge, qu'on nourrit, qu'on forme, qu'on équipe, et qui viennent mettre en œuvre les projets qui ont été sélectionnés dans le cadre du Festival des Jardins. Vous avez sur cette carte de France, les points verts, par exemple, ce sont les écoles nationales du paysage, donc en France, en Suisse, en Belgique, qui participent au festival. Et puis les points rouges, ce sont les écoles plus régionales, qui forment jusqu'au BTS, et qui viennent apporter des corps de métier, des spécialités techniques qui trouvent leur place dans la fabrication des jardins. Donc on a chaque année à peu près 500 jeunes qu'on participe à former, qui viennent sur place pour réaliser avec nos jardiniers, mais aussi avec des artistes, des enseignants, des paysagistes. Et c'est la coopération de ces différents métiers qui permet de réaliser véritablement le festival chaque année. Et donc le deuxième pilier... Et donc 2024, ça fait 24 ans qu'on a le Festival des Jardins, et 2024, c'est autour de l'ombre et la fraîcheur. C'est notre thème 2024, l'ombre et la fraîcheur. Vous avez sur cette image, cette vue aérienne, la saline telle qu'elle a existé pendant 250 ans. Elle a maintenant été totalement transformée. Vous verrez une image aérienne du deuxième demi-cercle qui permet de compléter véritablement le cercle que l'architecte avait pensé il y a 250 ans. Mais voilà, la saline, à l'époque, avant qu'on lance vraiment le Festival des Jardins, ça ressemblait à ça. Mais le projet de l'architecte, c'est une ville en forme de cercle complet, pensée au XVIIIe siècle, et qui en fait a fait florès, puisqu'elle a fait fantasmer des générations d'architectes après le Doubs. C'est un projet qui continue à être enseigné dans toutes les écoles des beaux-arts, d'architecture, et qui réunissait donc une trentaine de bâtiments, une ville prévue au total donc, autour du centre, j'allais dire, productif, ce temple du travail qui était l'usine de sel. Eh bien, il y a 150 bâtiments qui ont été dessinés par le Doubs, dans tous les détails, les plans, les élévations, etc., et pour accueillir 3000 personnes. Donc ce projet n'a jamais été réalisé dans sa totalité, et c'est par contre de ce projet que l'on s'est inspiré pour lancer le concours de conception d'un deuxième demi-cercle qui viendrait donner corps au projet de l'architecte. Et il y a eu un déclencheur. Et plus précisément, c'est Lux Kuijten, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est un architecte visionnaire belge, qui a la conviction que le végétal va prendre le pas sur l'urbain. Et effectivement, il s'est inspiré de la ville idéale de Chaux, de Ledoux, pour dessiner finalement Arquesnan en 2100. Et donc c'était en 2018, pendant l'exposition Panorama 2100, donc au même titre que on avait Tokyo en 2100, New York en 2100, on avait Arquesnan en 2100, et en parallèle les cités végétales, puisqu'on a toujours cette notion d'exposition du dehors et du dedans. Et donc, voilà, Lux Kuijten a dessiné cette vision-là, et finalement on s'est dit, mais oui, et si on donnait corps à ce projet? Donc, nous voilà partis, 2019. Et en 2019, on s'est dit, l'idée est super bonne, mais il faut réunir des compétences pour le faire, et puis d'abord, il faut exprimer nos propres besoins. Donc, notre premier besoin, notre première envie, c'était de réaliser concrètement, sous la forme de jardin, et non pas de bâtiment. Dans un site monument historique, on n'est pas autorisé à construire des bâtiments supplémentaires. Néanmoins, on voulait réaliser ce deuxième demi-cercle pour que les gens, y compris ceux qui habitent juste à côté, se rendent compte de ce que c'était que la vision pour l'avenir de la ville au XVIIIe siècle par le Doubs. Donc ça, c'était notre première volonté. La deuxième, c'était de dire il y a un îlot de biodiversité qui existe déjà à Arquesnan, dont nous-mêmes, on vient de prendre connaissance que finalement récemment. Et en fait, on veut lui donner une vraie place. On veut que les gens de la région comprennent qu'indépendamment de nous, il y a beaucoup d'espèces protégées qui ont choisi les bâtiments de la saline pour venir se nicher, se reproduire, que la diversité végétale, elle est déjà sur place, mais qu'on est en capacité de lui donner une plus grande ampleur. Et donc on a souhaité que cet îlot de biodiversité, qui est un peu la jonction entre deux zones Natura 2000, la forêt de Chaux, qui est au nord de la Saline, qui est la deuxième plus grande forêt domaniale de France, et puis la rivière Loup, qui est une autre zone Natura 2000, juste à 1,5 km en dessous de la Saline. Et de cet îlot de biodiversité, on voulait faire une vraie plateforme, un vrai laboratoire des métiers du paysage, dans le prolongement direct de ce qu'est le Festival des Jardins à la Saline, déjà depuis donc, bientôt 24 ans. C'est un festival qui réunit des corps de métiers très différents, qui depuis longtemps coopèrent déjà entre eux, donc on s'est dit,
l'expérimentation et la transmission de la passion des métiers du paysage, on peut la faire à Arquesnan. Bien sûr, c'était aussi pour nous une occasion d'enrichir le parcours de visite, puisqu'on est passé de 10 jardins qu'on pouvait visiter 4 mois par an, à maintenant 30 jardins qui sont visitables toute l'année. Et donc pour ça, on s'est dit, on ne peut pas le faire tout seul, même en termes de compétences. C'était même pas encore une question de financement à l'époque. Et donc on a réuni pour rédiger le cahier des charges, pour lancer ensuite un concours européen. Ce cahier des charges, on a besoin des compétences expertes des autorités publiques qui auront à délivrer des autorisations à la fin. Donc le ministère de la Culture, le ministère de l'Environnement, la région, la commission locale UNESCO, le département du Doubs qui est propriétaire des murs, ont rédigé avec nous la liste de toutes les contraintes, mais aussi de tous les degrés de liberté, de tous les enjeux qu'il fallait prendre en compte pour qu'une fois le concours lancé, eh bien, on ait des paysagistes concepteurs, des architectes, des écologues qui répondent à toutes les cases à cocher quand ils font penser un projet aussi complexe que de se lancer dans le prolongement de la ville idéale de Le Doubs. Et donc ils ont vraiment joué le jeu, on a eu très peu de difficultés à les mettre tous autour de la table et ils ont écrit avec nous ce cahier des charges. Ça c'était une vraie première réussite. Et puis à côté de ces autorités publiques, on s'est appuyé vraiment aussi sur un réseau d'experts métiers, notamment d'associations, d'organismes professionnels dans la région, dans toute la Bourgogne-Franche-Comté, pour nous aider, pour apporter leur expertise, qui sur l'architecture, qui sur l'environnement. Donc ça peut être la Ligue de protection des oiseaux, ça peut être l'Ordre des architectes, le CAUE, l'Université de Franche-Comté, des agriculteurs qui travaillent à côté d'Arquesnan, le Conservatoire botanique national. Et toutes ces personnes ont participé, non pas forcément à écrire le cahier des charges, mais à analyser avec nous les candidatures qu'on a reçues de toute l'Europe, de tous ces paysagistes concepteurs qui se projetaient dans ce projet, qui avaient déposé une candidature. Et ils nous ont accompagnés ensuite régulièrement pour apporter leur point de vue sur comment avancer le projet. Et ça a véritablement enrichi pour nous le projet qu'on va de toute façon léguer aux générations qui viennent. Donc ça a été essentiel pour nous que tous ces acteurs privés, associatifs, publics contribuent dès la conception, mais aussi l'accompagnement du projet sur le long terme. Et donc enfin, on a reçu 19 candidatures d'équipes d'un peu toute l'Europe, et c'est une locale qui a gagné, c'est une équipe de Dijon, l'agence Maillot et Toussaint, qui s'est associée à leur ancien professeur. Ils ont déjà une 50aine d'années, mais leur ancien prof, c'est Gilles Clément, paysagiste concepteur, qui est prof aussi au Collège de France, et qui a été leur prof il y a longtemps, à l'école de Versailles. Qui avait dit d'ailleurs qu'il ne répondrait plus à des appels d'offres, et finalement... Il a répondu avec grand plaisir, il est toujours à nos côtés et avec l'équipe des jardiniers. Donc c'est vraiment chouette de l'avoir régulièrement à la Saline. Et donc parallèlement à ces experts métiers, on a réuni les entreprises évidemment pour toujours participer à ces regards croisés et les informer d'abord du projet. Donc parmi vous, vous étiez également là parmi ces réunions. Et donc l'idée c'était de vous informer, d'informer les entreprises sur le projet et puis également de vous mobiliser sur comment soutenir finalement ce projet, soit effectivement en mécénat financier, mécénat en nature ou en compétences. Une fois qu'on a retenu le projet, l'essentiel pour l'équipe de Gilles Clément et l'agence Maillot et Toussaint, c'était de créer ici à Arquesnan ce que Gilles Clément appelle l'école du jardin planétaire. Il a eu l'occasion d'en faire une, par exemple, à La Réunion. Et donc, l'idée, bien sûr, c'est de considérer que la planète Terre, dans son ensemble, est un jardin dont les ressources sont connues, dont les limites sont connues. Et il nous revient à nous, collectivement, à l'espèce humaine, d'en gérer les ressources durablement pour assurer à la fois la pérennité de l'usage de ces ressources et le bien-vivre pour l'ensemble des communautés, animales, végétales et nous-mêmes, qui faisons partie de la nature. Et donc, parmi tous les principes qui ont été utilisés, il y a bien sûr la recherche de solutions pour s'adapter à l'évolution du climat et pour redonner de la vie dans le sol, pour travailler en circuit court, pour travailler davantage en réemploi. Et ces principes ont guidé vraiment le travail de conception des nouveaux jardins à la Saline Royale.
Vous avez ici une esquisse dessinée par l'agence Maillot-Toussaint de ce nouveau deuxième demi-cercle. Donc ils ont refait tous les jardins à l'intérieur du monument et tous les jardins du deuxième demi-cercle. Alors bien sûr, toutes les écoles ont largement participé aussi, comme les entreprises, à une bonne partie des travaux, parce qu'on a lancé bien sûr un appel d'offres pour réaliser les gros travaux, mais on avait aussi beaucoup nos jardiniers et toutes les écoles qui participaient à ce travail. Et le deuxième principe très important pour Gilles Clément et pour l'agence Maillot-Toussaint, c'était la co-signature de ces jardins avec nos jardiniers. Ça, bien sûr, on ne l'avait pas imposé, c'était leur proposition. Eux, ils considèrent que la coopération entre les gens qui vont entretenir ces jardins sur le très long terme, qui vont accompagner la nature plutôt que de chercher à la dompter, doit faire partie de l'équipe de conception. Et donc, ça a été leur première volonté que d'associer nos jardiniers. Donc, on a une dizaine de personnes entre les chefs de service, les personnes sur le terrain, qui participent à l'équipe jardin, des apprentis également, et qui véritablement se sont retrouvés co-signataires de la conception de ce projet. Donc, sur cette photo, vous avez nos jardiniers, Gilles Clément, qui travaille sur l'un des jardins que peut-être vous avez déjà vu aujourd'hui. Et du coup, effectivement, ça a été une belle aventure avec les entreprises. Alors, et notamment dans celles qui ont répondu au marché, des entreprises du paysage qui se sont finalement associées pour faire une réponse collective au marché, ce qui ne s'était pas vraiment vu en fait jusque-là sur le territoire. Donc une vraie belle entente et vraie belle coopération, comme je vous disais, à l'intérieur même du projet. Il y a vraiment plusieurs coopérations en cours. Oui, on s'est même dit peut-être que les valeurs qu'on a exprimées dans le cahier des charges ont fini par inspirer les entreprises locales qui ont constitué un groupement pour répondre alors qu'habituellement elles sont plutôt concurrentes. Vous avez ici une image aérienne des tout premiers jours du début des travaux, avec les travaux de terrassement. On a tout géré en déblai remblai, donc on n'a pas apporté de terre, on n'en a pas évacué non plus. Ça faisait partie un peu des principes pour mener le projet. Voilà une photo aérienne aussi en cours de travaux, et puis petit à petit, les jardins ont pris forme. Donc finalement, on a réussi donc, à mobiliser les entreprises à hauteur de 400 000 € sur le projet. Donc comme je disais tout à l'heure, soit en mécénat financier, soit en mécénat en compétences, en nature. Et puis parallèlement, on a lancé une campagne de financement participatif sur le territoire pour en fait finalement pas qu'une question de financement, mais également une question de mobilisation en fait sur le projet et de créer vraiment une communauté sur le projet. Donc la campagne de financement, elle a été faite sur adopte une vagabonde, adopte un arbre, et donc on a eu pas mal d'arbres adoptés, pas mal de vagabondes. Il y avait aussi le projet de pouvoir protéger la biodiversité, faire un inventaire faunistique et floristique. Donc voilà, il y avait toutes ces catégories possibles. On a pu du coup finalement vraiment dépasser le projet de campagne. On a pu réunir au travers de cette campagne 50 000 € avec 500 donateurs individuels qui sont au taquet dès lors qu'on organise des événements autour du cercle immense et des jardins. Une des illustrations vraiment très chouettes dans la mise en œuvre du projet, c'est ce projet de portail. Donc, le mur d'enceinte de la saline, il entoure toute l'usine. Et puis à l'arrière de la saline, on a 360 mètres de mur d'enceinte de 4 mètres de haut, où il y avait une toute petite ouverture. Donc nous, on a fait un grand portail. Et c'est le fruit en fait du travail d'un lycée professionnel à Dijon, qui s'appelle Hippolyte Fontaine, d'une entreprise mécène à Besançon, qui s'appelle Mention, qui est un des leaders sur son marché, les architectes du projet, l'agence Alep à Besançon, et puis nos propres jardiniers. Donc c'est un portail en métal avec une découpe laser qui intègre une citation de Claude-Nicolas Ledoux et qui est maintenant devenu le centre de cette nouvelle saline qui constitue un cercle complet. Et vous avez ici une image de l'équipe de Mention, l'équipe des techniciens de la saline qui mettent en place ce portail. Et voilà un peu l'image de ce que l'on trouve à la saline, la vue aérienne du jardin en été. Donc là, c'était une petite année après l'inauguration. Donc
Gilles Clément, Vincent Maillot, Leïla Toussaint ont inauguré les jardins en juin 2022. Donc, une fois inaugurée en 2022, l'idée c'était de pouvoir faire vivre en fait cette école du jardin planétaire. Donc, la façon de le faire vivre finalement, donc de pouvoir nourrir en chacun d'entre nous le jardinier qui grandit. On a tout un programme d'éducation à l'environnement qui est réalisé par l'équipe de médiation. Et puis, dans la lignée du Festival des Jardins, l'accueil de 400 jeunes en formation d'insertion professionnelle autour des métiers de l'horticulture et de l'aménagement paysager. Et un projet dans le projet qui est Manuterra. Donc Manuterra, ça a été en fait pareil. Donc en 2019, on a finalement associé assez rapidement la fondation d'entreprise Hermès, qui était déjà partie prenante des projets de la Saline, qui avait un programme qui s'appelle Manufacto, donc dans l'idée du savoir-faire plutôt autour de leur métier à eux. Et ils souhaitaient effectivement plutôt s'orienter vers tout ce qui était programme de biodiversité. Et quand on leur a parlé du projet du cercle immense, on a imaginé finalement avec eux et avec le rectorat, avec les compagnons du devoir, un projet qui s'appelle donc Manuterra, où l'idée c'est vraiment de faire découvrir aux jeunes, donc là c'est du primaire jusqu'au lycée, on a 12 séances avec 6 classes qui se passent dans leur classe ou à la Saline, avec un objectif de faire un jardin à la fin de l'année scolaire, qui soit autonome dans cet entretien de jardin, et qu'il fasse là aussi vraiment la découverte de ce que c'est que jardiner, ce que c'est que la biodiversité, de mettre effectivement les mains dans la terre. Et mettre les mains dans la terre, pour un jardinier, c'est pas anodin. Elle se souhaite transmettre la passion du métier, c'est vraiment le cœur du projet Manuterra. Et les projets dans le projet, il y en a plein. Un bel exemple pour les mois qui viennent pour nous, c'est la création d'une serre géodésique bioclimatique. Donc on a lancé une activité de maraîchage il y a déjà plusieurs années à la Saline. Alors vous avez ici sur cette photo, on a à peu près 2500 mètres carrés de maraîchage sur sol vivant. On a un jardinier de métier à temps complet maintenant dans l'équipe, et sa proposition, c'était de se dire, on peut, plutôt que de faire pousser des planches et des pépiniéristes et de les intégrer ensuite dans notre potager, produire nos propres graines, faire pousser des plants dans une serre qu'il faudrait construire à proximité du potager. Ensuite, intégrer ces plants, les planter vraiment dans le potager, faire pousser ses légumes, faire pousser ses fruits pour alimenter le restaurant de la Saline. Et en plus, pour proposer aussi des ateliers de découverte aux enfants, que ce soit avec des classes ou avec des centres de loisirs pendant l'été, qui viennent découvrir en fait toute cette chaîne de production directement sur place, donc le circuit le plus court possible. Et donc on a mobilisé un architecte qui s'appelle Yann Rocher pour concevoir cette serre, et lui a souhaité partir du biomimétisme et donc de formes géométriques qu'on trouve directement dans la nature, et notamment il est parti essentiellement de la pomme de pin pour construire une serre en métal et en verre. On est en train de finir la conception actuellement, on est en train de contacter aussi des entreprises pour parrainer le projet, et la fabrication devrait avoir lieu dans le courant entre l'hiver et le début du printemps 2024. Donc là, on est vraiment en plein dedans. On a encore une visio demain pour mobiliser les ingénieurs, l'architecte, les jardiniers pour affiner la conception du projet. En ce moment. Ouais, ça phosphore dur. Là, vous avez des images de référence de serres qui ont été construites dans d'autres endroits, qui ne sont pas forcément de la taille de celles que l'on a prévu de réaliser, mais qui reposent aussi sur des constructions à la fois verre et métal. Et donc à l'intérieur de la serre, on aura, comme l'image ici en bas à gauche, eh bien des zones pour poser les plateaux avec nos plants. Et donc comme cette serre doit avoir des fonctionnalités bioclimatiques, on pourra s'en servir sur une partie de l'année beaucoup plus large qu'aujourd'hui, où le potager est produit essentiellement entre fin juin et fin septembre. Et donc voilà l'esquisse de cette serre qui est à demi enterrée dans le sol, et qui s'inspire aussi des conceptions de Ledoux, donc l'architecte de la Saline,
qu'on retrouve dans son traité d'architecture, parce qu'il avait eu l'occasion de construire, de dessiner 150 bâtiments, donc on s'en inspire également. Et donc, il y a quelques mois, on a un mécène qui s'appelle SETP, qui est déjà donc sur différents projets, et on faisait une visite de la saline sur les projets qu'ils ont soutenus. Et donc, on commence à évoquer cette idée qui était vraiment là en germination à l'époque, de serre géodésique, bioclimatique. Et quand on a commencé à évoquer, donc à aller sur place, à évoquer le projet, donc ils ont tout de suite été emballés, et donc ils se sont positionnés sur les fondations donc en pierre de Comblain-en-Chien, et ils nous ont invités là, c'était en octobre dernier, aux Carrières, et quand on a commencé à visiter, c'était de savoir effectivement quelles étaient les pierres les plus adaptées, et finalement c'est aussi ce regard croisé-là qui a commencé, c'est-à-dire quand on réfléchissait à quelles étaient les pierres les plus adaptées, finalement ils nous disaient « Ah mais non, mais là à l'entrée, il faut des croûtes naturelles, comme ça fait le lien avec la grotte de l'entrée, on est sur le chaos de Ledoux ». Et donc voilà, c'est vraiment ça l'histoire aussi de la coopération à la Saline Royale, c'est finalement, on commence un projet et puis il est nourri des regards, des prismes et des compétences de chacun, que ce soit effectivement les organisations, les associations, les entreprises. Et c'est ça qui est très riche et d'ailleurs très enthousiasmant. Donc voilà, sur la partie fondation, on est plutôt assez calé, même si on a encore la question du circuit de l'eau qui est une vraie question en ce moment. Mais voilà. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Ça sera sans doute le sujet de l'atelier de demain matin, d'ailleurs. C'est vrai que quand une entreprise nous dit on est vraiment intéressé par votre projet, plutôt que d'apporter de l'argent, on va vous apporter des matériaux qui sont essentiels pour nous, surtout une carrière de pierre. Mais en plus, ils ont apporté aussi des solutions techniques qu'on n'avait pas imaginées au départ. Donc ils contribuent à alimenter, à enrichir le projet. Et à la fin, c'est arrivé sur d'autres projets à la Saline, les entreprises mécènes en nature ou en compétences, elles reviennent avec leurs salariés pour leur montrer, et il y a une fierté exceptionnelle des gens qui travaillent dans l'équipe qui se disent j'ai contribué à ça. On n'a pas juste fait un chèque, on a donné aussi de notre personne, de nos idées. In fine, la Saline, c'est un établissement qui s'est beaucoup développé. Alors maintenant, on est 80 équivalents temps plein, donc c'est tous des contrats de travail de droit privé. Donc on a créé 30 emplois sur les 10 ans qui viennent de passer. Alors dans le domaine culturel, patrimonial, en pleine zone rurale, passer de à peu près 48 équivalents temps plein à maintenant presque 80 en 10 ans, et que c'est financé par nos ressources propres, c'est quand même une réussite qui n'était pas attendue, mais dont on est maintenant très, très fier. On s'autofinance à presque 65% maintenant, et la fréquentation qui il y a 10 ans devait être autour de 90 000 personnes, cette année on va battre notre record et on va atteindre 140 000 personnes. Donc il y a vraiment une PME qui s'est développée et qui, grâce à la fédération de beaucoup d'énergie sur le territoire, de beaucoup d'entreprises, d'une vraie communauté aussi de donateurs individuels qui se mobilisent parce que ça fait sens pour eux de participer à transmettre ce patrimoine à la génération future, on a un beau tremplin devant nous, quoi. Donc ça nous permet aussi de traverser les crises qu'on a tous connues, notamment sur la période de pandémie. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 21 millions d'euros de retombées économiques par année sur le territoire local, du Doubs et du Jura. Et on est très content d'accueillir presque 160 événements d'entreprise par an à la Saline Royale. Puis peut-être la toute dernière chose, car il me reste 1 minute, il se trouve qu'il y a une quinzaine d'années maintenant, les partenaires publics qui ont remplacé l'association qui gérait ce lieu par un établissement public ont choisi un outil juridique très particulier qui s'appelle un établissement public de coopération culturelle. Donc ils ont pris le risque, ils ont relevé le défi de se dire nous qui sommes des collectivités qui n'avons pas les mêmes objectifs, qui ne faisons pas partie des mêmes majorités politiques, qui en plus toutes les 6 ou 7 ans à l'occasion des élections vont changer ces majorités politiques, et pourtant elles se mettent ensemble et elles s'engagent à participer à construire une stratégie de très long terme qui dépasse la durée des mandats électoraux pour se dire ensemble, même s'ils ne sont pas du même parti, on a une responsabilité collective, nous et les générations qui vont suivre, pour transmettre ce patrimoine. Et ça, je trouve que c'était quand même une idée assez lumineuse